Bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, affaire du contrat d'armement au ministère de l'Environnement. Le gouvernement confirme la passation du marché, mais infirme l'irrégularité de la procédure. Le contrat en question a été approuvé par les services compétents de l'État sous le sceau du secret défense, renseigne un communiqué les détails dans cette édition. Des organisations de la société civile s'érigent en bouclier contre un troisième mandat de Macky Sall. Dans une lettre ouverte, elles ont lancé la campagne Jàmm Gën, troisième mandat. La paix vaut mieux qu'un troisième mandat. On vous explique tout dans ce 20h. À la une également, l'inauguration ce vendredi de l'imprimerie Impact Safa Group. Avec des machines à la pointe de la technologie, l'entreprise va révolutionner le marché selon ses dirigeants. Et puis, à suivre notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, comme tous les jeudis, on s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Serigne Aliou Mbacké, Afrovirus, note de lecture en fin d'édition. Affaire du contrat d'armement au ministère de l'Environnement. Le contrat serait passé conformément à la réglementation en vigueur selon le gouvernement, c'est-à-dire sous le sceau du secret défense. Vous le savez, selon un consortium de journalistes d'investigation, OCCRP, le ministère sénégalais de l'Environnement aurait signé début 2022 sans respecter les procédures un contrat d'une valeur de 45 milliards de francs CFA pour l'achat d'armes et de munitions. Explication Mamadou Fall. Le Sénégal secoué par un contrat de fourniture d'armement entre le ministère en charge de l'environnement et une société dénommée La Vie Commerciale Brokeuse. Un contrat qui n'aurait pas respecté les procédures de passation de marché révélées par des journalistes de l'OCCRP, une publication reprise par Les Échos et Libération qui cite le ministre Abdou Karim Sall et celui qui gérait les finances Abdoulaye Daouda Diallo. Le montant estimé est de 45 milliards et signé début 2022 pour l'achat de fusils d'assaut, de pistolets semi-automatiques et de munitions. Le fournisseur Aboubakar Ima, dit Petit Boubé, est considéré comme un sulfureux trafiquant d'armes. Le gouvernement dément et parle de contrat estampillé secret défense. Selon le porte-parole du gouvernement, le contrat dont il est question a été passé conformément à la réglementation en vigueur et a été approuvé par tous les services compétents de l'État. Ce que le Forum civil ne pourrait gober, Birahim Seck exige des explications au ministre cité dans cette affaire. La plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg réclame le limogeage des deux ministres cités de toutes leurs fonctions par mesure conservatoire en attendant qu'une enquête soit diligentée. L'actualité, c'est aussi cette initiative des organisations de la société civile contre un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Des organisations dont Y'en a marre et Afrikajom lance la campagne Jàmm Gën, troisième mandat. Comprenez, la paix vaut mieux qu'un troisième mandat. Elles invitent le chef de l'État à s'exprimer publiquement et clairement, compte rendu de leur conférence de presse. Fatou Bintou Conté et Jafar Abba. Le débat sur la question de la troisième candidature au Sénégal refait surface. Et face aux doutes qui s'installent sur ce troisième mandat, la société civile sénégalaise vient de lancer une initiative dénommée Jàmm Gën, troisième mandat, où elle adresse une lettre ouverte au chef de l'État. Excellence, vous avez su tirer les leçons de votre engagement personnel dans la lutte contre le troisième mandat, dont vous avez été le principal bénéficiaire en 2012. Nous vous rappelons vos déclarations très fortes, permettant de clarifier et de lever toute ambiguïté sur le sens de nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Verrou constitutionnel relatif à la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Vous-même, Monsieur le Président, avez dit et répété à maintes occasions, avant votre réélection en 2019, que vous n'aviez pas la possibilité de faire plus de 2 mandats consécutifs. Ces sociétés civiles invitent le président de la République à ne pas se présenter aux prochaines joutes électorales prévues en 2024. Partout en Afrique, les conséquences d'un forcing pour les troisièmes mandats ont été particulièrement tragiques et lourdes pour les populations. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous, citoyens, tenons à éviter à notre pays un scénario
de chaos. D'ailleurs, elle attend dans les prochains jours une déclaration de Macky Sall sur la question. Nous vous invitons, Monsieur le Président, à faire une déclaration ouverte pour lever toute équivoque et installer définitivement le Sénégal dans des conditions de sérénité, de paix et de stabilité durable. Alain Tine de Afrikajom estime que le Sénégal n'est pas immunisé contre les crises dans ce monde, d'où l'urgence de régler cette question. Il faut que le président de la République respecte sa parole et nous dise, en nous regardant dans les yeux, nous, peuple sénégalais, en respectant sa parole pour dire nous ne sommes pas candidats en 2024. La sempiternelle question du troisième mandat est loin d'être réglée au Sénégal du moment que le doute persiste jusqu'à présent. Merci Fat Bintou. Santé à présent, marche de l'Alliance And Gueusseum à Matam. Les syndicalistes exigent le retour du secrétaire général de l'Union régionale du Sud-Sas à son poste. La coalition décide de boycotter les activités du ministère de la Santé et de l'Action sociale jusqu'à nouvel ordre. Compte rendu de cette marche, Ali Bandelian. Boycott de tous les programmes du ministère de la Santé, de toutes les réunions de supervision et de coordination. And Gueusseum intensifie la lutte contre le directeur du centre hospitalier régional de Ourossogui. Les membres de l'organisation syndicale qui exigent le rétablissement du secrétaire général du Sud-Sas à son poste de SCI étaient dans les rues de Matam. C'est pourquoi nous avons fait le déplacement, parce que les camarades ont lutté longtemps. Ils ont décliné des plans d'action. Ils en sont à leur 9e plan d'action. Le directoire national d'And Gueusseum a jugé donc nécessaire de venir aussi soutenir la marche pour lui donner un caractère national et aussi relever, pour ne pas dire élever, donc la lutte d'un cran. Et c'est pourquoi ils avaient commencé depuis longtemps une rétention de l'information sanitaire. Aujourd'hui, la région est au rouge. Et quand on parle de données sanitaires, on parle de complétude parce que si une seule région ou un seul poste manque dans un district, donc les données ne sont pas complètes. Maintenant, And Gueusseum donc propose la généralisation de cette mesure, à savoir le boycott au niveau national de toutes les supervisions, de toutes les réunions de coordination, de toutes les sessions de formation et l'abandon de tous les programmes à l'exception du programme élargi de vaccination. Et pour le moment, on ne fera pas au niveau national la rétention de l'information sanitaire, mais ça peut être envisagé avec les prochains plans d'action. Pour dire en fait que cette lutte-là revêt aujourd'hui un caractère national. Et nous pensons que si Madame le ministre de la Santé n'arrive pas à s'ajuster, en tout cas à faire entendre en raison à Monsieur le directeur, nous pensons qu'elle est de connivence avec ce directeur qui réclame Orbi et Orbu, qu'il est du SAMES. Les perturbations se poursuivent et se généralisent ainsi dans tout le système sanitaire du pays. Les syndicalistes qui étaient en manifestation à Matam menacent de boycotter le programme élargi de vaccination et même retenir toutes les données sanitaires sur l'étendue du territoire national. Des marchands au marché HLM se sont opposés à leur déguerpissement ce matin. Ils ne seraient pas en règle selon la municipalité qui lutte contre l'occupation anarchique de la voie publique. Les commerçants dénoncent le mépris de la mairie. Ils ont arboré des brassards rouges. Leur porte-parole Fatou Sow avec Alassane Ba. On représente ici plus de 1000 personnes. Et que le contexte actuellement ne permet pas d'amener plus de 1000 personnes en chômage. Donc là, on ne compte pas quitter ici d'un yoga. Soit la mairie trouve une solution, ou bien s'il accepte qu'on se mette sur une même table pour discuter, soit nous, on est là dans notre position. Ce n'est pas le maire même qui nous a donné qui nous a dit la sommation. C'est un agent municipal et il nous a donné une sommation interpellatoire. Pas écrit ni papier ni rien. Et puis 2 jours après aussi, il a pris une voiture pour dire ici que les gens vous déguerpissez minuit à 1h du matin, il n'y aura plus rien. Ce n'est pas du respect. Nous, le secteur informel, on sait ce qu'on représente ici, dans ce pays. Nous, on veut voir le maire avant le déguerpissement, mais pas après. Mais jusqu'à présent, rien du tout. Donc eux, ils ont fermé leurs portes carrément pour nous. Et c'est ça qu'on dénonce. Ils ont prévu ça pour aujourd'hui à minuit. On est là jusqu'à minuit.
Les producteurs maraîchers de la zone des Niayes alertent sur la disparition des surfaces cultivables. Selon eux, ces difficultés peuvent impacter la production horticole. Ils ont tenu une rencontre à Noto Goudiama, compte rendu Cheikh Anta Diop Seylatir. Kayar, Jander, Keur Mbir Ndaw, Diogo, Lompul Thiep, tous les producteurs maraîchers de la zone des Niayes s'étaient retrouvés à Noto Goudiama pour faire un diagnostic du mal qui gangrène le secteur horticole. Quand vous regardez ces affiches, vous voyez des problèmes qui ont trait à l'accès au foncier. Le problème avec GCO, c'est en ce moment, ils sont en train de restituer des terres qu'ils avaient confisquées des producteurs. Mais quand ils restituent ces terres ne retournent pas vers les producteurs, ça va vers les eaux et forêts et donc ça devient une forêt classée et aucun agriculteur n'a le droit de retourner et travailler là-dessus. Ça pose problème. D'autres problèmes, c'est problème de commercialisation. On cultive, on finit, on ne parvient pas à vendre. L'autre problème, c'est les problèmes de dette. L'État du Sénégal a les moyens de nous aider à éponger ces dettes-là pour que l'on puisse recommencer le travail sans avoir à souffrir. Aujourd'hui, les producteurs maraîchers sont dans des difficultés énormes avec des cessations de paiement de factures d'eau et d'électricité. Issa Omar Bass tire la sonnette d'alarme. Donc nous invitons l'État du Sénégal à faire davantage d'efforts pour nous aider à sortir de cette situation. Parce que s'ils ne le font pas, cette année, beaucoup ne produiront pas. Ces producteurs horticoles révèlent également que des sociétés minières sont en train de procéder à des terrassements, menaçant ainsi tout l'écosystème. Reconstitution du capital semencier au Sénégal. L'Institut sénégalais de recherche agronomique va mettre à la disposition des producteurs 65 tonnes de semences de pré-base d'arachide et 2 tonnes de semences de niébé fourragé. Une annonce du directeur général de l'ISRA, Mortala Seck, en tournée à Bombay. Le voici avec notre équipe. Les 65 tonnes de semences d'arachide pré-base attendues seront bouclées et dépassées. L'Institut sénégalais de recherche agronomique est sûr d'atteindre son objectif dans le processus de reconstitution du capital semencier au Sénégal. Des superficies ont été emblavées pour cette campagne hivernale qui tourne autour de 40 hectares si je ne me trompe. Et il est aussi prévu pour la contre-saison froide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons atteindre les 65 tonnes et aller au-delà. Et quand je dis au-delà, c'est également atteindre les 80 tonnes que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire nous a demandé. Les autres spéculations vont aussi disposer de nouvelles variétés de semences. Produire des semences de pré-base de très bonne qualité pour les autres spéculations. Et nous avons eu cette opportunité aujourd'hui aussi de regarder des parcelles de semences de pré-base de sorgho. Pour arriver à des résultats plus probants, le secteur privé doit accompagner la recherche plus qu'il ne le fait à l'heure actuelle. Le plaidoyer est toujours là. En matière de recherche, c'est de pouvoir faire également contribuer, parce que l'État ne peut pas tout prendre en charge. Il faudrait que les privés, que les bénéficiaires que je considère également comme donc des privés, puissent donner également leur participation dans la recherche. La direction de l'Institut sénégalais de recherche agronomique était en tournée dans le département de Bombay pour s'enquérir du niveau de réalisation des objectifs assignés à l'unité de production de Bombay. Merci Babacar. Le chef de l'État, Macky Sall, préside ce vendredi l'inauguration de l'imprimerie Impact Safa Group. 12 milliards de francs CFA investis par l'homme d'affaires Youssou N'Dour et ses partenaires. Avec des machines à la pointe de la technologie, Impact Safa Group promet de révolutionner le secteur. Regardez ce reportage édifiant de Pape Faraning et Diafaraba. Des machines de dernière génération, un dispositif qui tourne en plein régime. Ces techniciens parlent d'une capacité de production en impression. Un packaging bien maîtrisé sous le regard vigilant d'une ressource humaine de qualité. Ce qui fait de cette installation une référence dans la sous-région ouest africaine. Qui est une unité industrielle d'impression et de packaging. Ça veut dire qu'avec cette unité, on a une capacité qui est avérée. Bon, si on fait le total des capacités de machines dans le domaine de l'impression, on est la plus grande capacité au Sénégal. À peu près, chaque machine produit environ 17 000 feuilles heure. On a à peu près 4 machines de packaging
directement pour faire des boîtes de pizza ou toutes formes de boîtes. Et ça, d'après les techniciens, on varie à une capacité de 25 à 40 000 boîtes par heure. Au-delà du personnel qualifié, Impact accorde un accent particulier à la formation des jeunes. À cet effet, on s'est doté de ressources humaines de qualité. Actuellement, rien que pour faire fonctionner ces machines, il nous faut 150 emplois directs, à peu près minimum. Maintenant, en fonction du marché, en fonction des commandes, nous allons travailler en équipe. Pour les jeunes, nous allons leur donner une opportunité de formation in situ ici, de jeunes, dans les métiers de l'imprimerie. En partenariat stratégique avec Safa Group, Impact compte étaler ses tentacules sur l'ensemble du continent. Depuis 25 ans, on a commencé d'exporter notre produit en Afrique de l'Ouest. Et après ça, on a vu que continuer d'exportation de l'Égypte en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la bonne solution. Mais c'est vraiment de produire ici, intégrer entre les Africains. Et on a vu le groupe de M. Youssou N'Dour. On a discuté avec eux. Et maintenant, alhamdulillah, on a commencé le bon travail à Dakar. Avec cette technologie et avec l'équipe égyptienne, l'équipe sénégalaise, on peut faire tous les types d'emballage pour le marché en Afrique de l'Ouest, Inch'Allah. Avec un investissement de plus de 12 milliards de francs CFA, la société Impact veut lutter contre le chômage des jeunes, mais aussi, comme son nom l'indique, impacter positivement l'économie sénégalaise. Inauguration donc demain en présence du chef de l'État Macky Sall, inauguration de l'imprimerie Impact Safa Group. Lutte contre les violences faites aux femmes, la Fédération internationale des ouvriers du transport ITF invite l'État du Sénégal à ratifier la convention 190 de l'OIT sur la violence et le harcèlement. Cette convention ratifiée par 7 pays africains permet à l'État de s'engager dans l'éradication de la violence et le harcèlement dans le milieu de travail. Les membres de l'ITF ont fait face à la presse, compte rendu Alassane Ba et Youssou Barro. Elles veulent mettre fin à la violence et le harcèlement dans le milieu du travail, et cela par la ratification de la Convention 190 de l'OIT. Pour cette rencontre de ce matin, il s'agit de former et sensibiliser les membres. Sensibiliser la population, sensibiliser les travailleurs sur la C190 pour que le gouvernement puisse ratifier cette convention et les employeurs aussi puissent appliquer cela dans les entreprises. De nos jours au Sénégal, on vit des harcèlements, des violences. On a vécu beaucoup de décès, des gens qui ont tué leurs femmes, beaucoup de viols partout dans la banlieue, à Dakar et dans les régions. Pour le moment, seuls 7 pays ont ratifié cette convention. La Centrafrique, la Somalie, la Namibie, l'île Maurice, l'Afrique du Sud et dernièrement le Nigeria. Et c'est pourquoi je rejoins la camarade Mariama Diallo qui a lancé un appel au président de la République, à son premier ministre, au ministre du Travail, au ministre chargé des questions de femmes, au ministre chargé des Affaires étrangères et aux membres du Parlement sénégalais, à nos honorables députés, pour que le Sénégal soit le premier pays de l'Afrique de l'Ouest francophone à ratifier la Convention 590. On a fait une caravane de sensibilisation, de formation avec le BIT. On a travaillé avec les centrales syndicales, la CNTS, les 5 centrales, CSA, CNTS, FC, INSAS. On a travaillé avec le RENAFES aussi. On a travaillé avec toute la population. Et la semaine passée, on a même allé voir les oulémas pour des lobbying et des plaidoyers. Et avec le REGEP, qui fait partie des vôtres, on a des liens, on a des ONG aussi, on a les sociétés civiles. Et on travaille ensemble pour que cette ratification soit effective. Le Sénégal va abriter la prochaine conférence mondiale des femmes de l'ITF,
prévu en septembre 2023. Avant la tenue de cet événement, ils veulent la ratification de la C190 par l'État du Sénégal. À noter que cette fédération syndicale mondiale créée en 1896 regroupe près de 700 syndicats de 154 pays et compte plus de 20 millions de membres. Merci Alassane. Il regorge un trésor inestimable en termes d'archives, des photos, des vidéos, des enregistrements audio. Le service audiovisuel de l'IFAN reste le gardien de la mémoire de toute une génération. Des années 40 à nos jours, ce service s'évertue à sauvegarder ce patrimoine. Reportage en cette journée consacrée aux archives audiovisuelles, reportage au service audiovisuel de l'IFAN, un service créé en 1942. C'est un reportage de Dissa Prera et Lamine Diagne. Derrière cette porte, des photos rarissimes qui renseignent sur une culture, un style, un contexte, sont d'une portée historique et scientifique incommensurable. Film ethnographique, voici le service audiovisuel de l'Institut fondamental d'Afrique noire, un des gardiens du patrimoine audiovisuel de l'Afrique. En son sein, il conserve des ressources audio et visuelles traitant de toutes les thématiques. Donc, les fonds sont composés de 3 collections. Le fonds photographique, qui est composé de 60 000 positifs, 60 000 négatifs, dont 5 000 plaques de verre. Des cahiers et albums anciens, environ 9 000 diapositives et 760 cartes postales. Et le fonds sonore, qui est composé de disques ethnographiques, de bandes magnétiques et de cassettes audio. Créé en 1942 sous le vocable ciné-son, le service audiovisuel était plus spécialisé dans les productions cinématographiques. Il fut ensuite appelé Photothèque avant d'être un service à part entière rattaché au département de l'information scientifique. Le service de l'audiovisuel, moi j'allais dire que pour être très simple, donc joue un rôle important donc dans l'appui de la recherche ici à l'IFAN. Parce que ça permet de collecter les images, ça permet de les traiter, ça permet de les diffuser, de les valoriser. À l'heure de la valorisation et de la sauvegarde du patrimoine, le service fait de son mieux pour préserver cet héritage à léguer aux générations actuelles et futures. À ce jour, une bonne partie du fonds est déjà numérisée. Plus de 49 000 positifs sont déjà numérisés et sauvegardés en 600 DPI et de 300 pour les clients parce que les photos sont payantes depuis 1966. Ce sont des archives extrêmement importantes pour la communauté parce que c'est une source de savoir, c'est une source qui permet de retracer les scènes de vie il y a quelques temps. C'est aussi des documents qui permettent de reconstituer un peu l'environnement social. Le patrimoine audiovisuel de l'IFAN est mis à la disposition des chercheurs, des étudiants, des documentaristes et même des artistes dans le cadre de leur production intellectuelle. On distingue 3 types d'utilisateurs qui fréquentent le service. Les utilisateurs internes, composés des décideurs, des enseignants et des chercheurs. Des utilisateurs associés, composés des chercheurs partenaires, des étudiants et les stagiaires. Et des utilisateurs externes sont composés de journalistes, de scénaristes, de production de films culturels, de particuliers et extra. En cette journée internationale du patrimoine audiovisuel, l'IFAN rappelle l'intérêt de la sauvegarde de ce patrimoine audiovisuel qui constitue un précieux témoignage pour les générations actuelles et futures. En raison de leur vulnérabilité, la communauté internationale appelle à une action forte et concertée. C'est pourquoi cette journée mondiale est instaurée depuis 2005 pour rappeler l'urgence à agir pour la préservation de la mémoire commune. Merci Dissa. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Comme tous les jeudis, on s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Serigne Aliou Mbacké intitulé
Afrovirus, un essai qui, de l'avis de l'auteur, tente de cerner le cercle de ceux qui se donnent la mission de souffler le vent de l'afro-optimisme dans le continent noir. Voyons tout cela avec Ibou Diouf. Un ouvrage et Afrovirus sont thèmes de réflexion. Un essai né du questionnement axé à la fois sur le passé et le devenir du continent africain. Il y a un virus beaucoup plus puissant, beaucoup plus ravageur et qui fait des dégâts sur le continent africain et qui concerne un complexe par rapport aux mentalités, un complexe d'infériorité, une autoflagellation en permanence qui font que le continent noir se considère comme un continent en retard sur le plan mondial. De l'avis de l'auteur, de la période coloniale à nos jours, les gouvernants ont réfléchi sur des plans de développement, mais qui peinent à sortir le continent africain de cette situation de sous-développement. C'est préalable là, c'est tout d'abord déconfiner les mentalités. Il s'agit en fait de se retrouver soi-même, de nous poser les bonnes questions, à savoir qui sommes-nous, que voulons-nous, où allons-nous, pour pouvoir envisager des modèles de développement qui correspondent à nos réalités, à notre culture. Une production destinée aux Africains et à tous ceux qui s'intéressent au continent. Objectif, donner quelques éléments sur des questions socio-économiques. Pour cette raison que j'ai essayé d'aller en profondeur, de traiter par rapport au passé, la colonisation, l'esclavage, ainsi que les grandes problématiques contemporaines, pour voir que en réalité l'Afrique n'est pas pauvre, mais c'est un peu les mentalités qui bloquent un peu l'évolution de l'Afrique. Serigne Aliou Mbacké, l'auteur de cet essai, évoque ce vent de l'afro-optimisme qui souffle avec aussi sa passion, la littérature. Un talibé de Serigne Touba doit être forcément passionné de littérature parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a passé toute sa vie à écrire, et d'ailleurs sur plusieurs sujets. Donc vraiment, la littérature, c'est une passion, c'est quelque chose qui fait vivre. Afrovirus a permis à Serigne Aliou Mbacké de répondre à la question comment déconfiner les mentalités africaines. L'auteur est aussi spécialiste des échanges internationaux. Merci Ibou. Et puis un mot de sport, jeu de dames. Le championnat du Sénégal va se tenir finalement du 4 au 12 novembre prochain à Louga. La compétition va se dérouler en 9 tours. Explication, cher Sadibou Diarra. Un léger changement de date pour le championnat du Sénégal des Jeux de dames 2022. Le démarrage, initialement prévu ce week-end, est reporté au 4 novembre prochain à Louga, avec une trentaine de participants attendus. Pour des facteurs exogènes, on n'a pas pu tenir cette date-là, ce championnat. Maintenant, une nouvelle date a été prise du 4 novembre au 12 novembre à Louga. Inch'Allah, le championnat va regrouper 30 joueurs issus de 10 régions. Donc toutes les régions, les 8 régions ont 2 représentants par région. Dakar en a 4, Louga en a 4, plus les 4 grands maîtres internationaux et 2 du sponsor et de l'organisation, ça fait 30 jours. Avec un programme plus simple cette fois-ci, le championnat national renferme un double enjeu. Ils vont jouer en système suisse 9 rondes parce que le temps qui nous est imparti pour aller à Bamako est très réduit aujourd'hui. Donc nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de jouer sur une semaine. Les enjeux de ce championnat, c'est la qualification au championnat d'Afrique. Et de l'Afrique, maintenant, les 5 premiers du championnat d'Afrique sont qualifiés au championnat du monde au mois de mars en Hollande. Donc pour moi, il n'est pas question que le Sénégal rate la compétition africaine, parce que si vous ratez la compétition africaine, vous ratez la compétition internationale de 2023 aussi. Et ça, c'est pas bon pour un pays qui est le plus titré en Afrique, 11 fois champion d'Afrique. Les 2 premiers du championnat national des Jeux de dames et le grand maître international Ndiaga Samb vont représenter le Sénégal au championnat d'Afrique à partir du 14 novembre prochain.
Merci cher, et retenez dans l'actualité sportive également la finale de la CAN de beach soccer ce vendredi à 13h30, le Sénégal face à l'Égypte, les Lions qui vont jouer encore sans leur meilleur buteur Mandione Diagne. Mais nous croisons les doigts quand même. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Binta Diallo et son invité ce soir pour la dernière partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.